Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous allons pouvoir débuter nos travaux. Je vous propose, dans un premier temps, d'adopter une motion qui a été énoncée par la mairie de Paris. Et c'est une motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'été 2024. Le conseil municipal, en application de l'article L. 2121-29 du Code des collectivités territoriales, vous propose d'apporter son soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024. Et il émet le vœu que cette candidature soit retenue par le comité international olympique. Tout le monde est d'accord pour que Divonne-les-Bains soutienne les Jeux Olympiques. Pas d'opposition, pas d'abstention. On verra donc cette délibération. Ce qui nous permet sans attendre, oui, c'est une délibération qui adopte une motion. C'est comme ça le droit? Non, c'est une motion. Pas bien. Et voilà. Ensuite, je vous propose de passer au point numéro 1, c'est le compte rendu des décisions prises en application de la délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste une explication. Je vois qu'il y a des contrats de location à usage d'occupation principale consentis à titre exceptionnel à des agents territoriaux. C'est des logements de fonction, c'est des... On loge à location, il faudrait qu'on vous envoie une liste. Hein, sur des agents communaux. Si vous souhaitez, je ne souhaite pas que les listes soient communiquées publiquement, on en sait pourquoi, mais si vous passez un tarif, on le dit. Donc tous ces agents-là ont eu un logement. C'est ça. Alors, bien sûr, ils payent un loyer, mais il y a un acte qui permet de consentir un bail au nom de la commune. Et c'est sur 2 ans, 3 ans, 4 ans Ça dépend. Mais non, c'est très variable. C'est très variable. très bien. Il faudrait reprendre, je ne peux pas vous répondre. Quand on recrute, par exemple, il arrive de loger des agents dans un premier temps quand ils trouvent un logement. On a des agents qui sont logés de manière pérenne. Je crois qu'on loge aussi des saisonniers. On loge des saisonniers. Donc c'est extrêmement variable. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Pas d'autres questions sur ces actes? Merci. Le point numéro 2, il s'agit de l'acquisition d'une licence 4. C'est Colonel Duchemin. Oui. Donc nous avons eu l'opportunité de pouvoir acquérir une licence 4 supplémentaire. Donc cette acquisition peut permettre après à la ville d'utiliser cette licence 4 sur du domaine privé s'il y a une ouverture d'un restaurant ou la revente à un particulier sur la ville de Divonne-les-Bains. Voilà. Très bien. Des questions sur cette acquisition? On a toujours un stock de licences, parce que, étant une ville touristique, parfois on est sollicité pour l'installation d'un restaurant, l'installation d'un établissement, et c'est utile au tourisme. Donc on aime bien avoir une licence Jean Di Stefano. On en a combien? Alors, sur la ville de Divonne, il y a 34 licences 4, donc 4 au TTH, au domaine de Divonne. Et en stock, aujourd'hui, 34 en stock pour la commune. En stock pour la commune, on en a aujourd'hui une qui est sur le restaurant Le Nautique, qui est utilisée sur le restaurant Le Nautique. Et ça peut être utilisé de façon éphémère, et puis comme ça appartient à la commune, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour la saison, qui utilise la licence et qui la repose. Absolument, c'est le cas du Nautique, puisque la licence est mise, enfin pas mise à disposition, mais elle est utilisée de façon éphémère sur la mise à disposition du Nautique à travers une convention. Et à 7 000 €, on est dans les prix. On est largement, enfin c'est une très bonne affaire. on a été sollicité par un notaire qui nous a fait savoir. Voilà.
pas d'autres questions sur cette licence. Si tel n'est pas le cas, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée. Et le point numéro 3 est donc retiré sur le recrutement des agents non titulaires. Très bien. Et on passe au point numéro 4. Si je peux me permettre, monsieur le maire, La excusez-moi. délibération numéro Juste 3. par rapport au point numéro 3, nous avons besoin de conseillers municipaux pour donner les flyers demain aux écoles, demain soir, et demain matin à 11h30. 2 conseillers municipaux, si possible, à 11h30, en maternelle centre et primaire centre, et 3 demain soir à 16h30, pour distribuer les flyers afin d'avertir les parents concernant cette modification d'emploi du temps. Ce passage à la semaine de 4 jours. Voilà, tout à fait. Très bien. Qui est-ce qui est disponible pour distribuer les tracts à la sortie des écoles? Merci, monsieur Gavaret. Monsieur Bouchemin. Ça ressemble à une information, j'ai l'impression qu'on peut compter la semaine de 4 jours, mais alors comme ça, entre les lignes, entre les points... Alors, Madame Rochard, sur la semaine Alors, de 4 tout à jours. fait. Nous avons reçu cet après-midi la réponse de la directrice académique, comme quoi donc elle acceptait la demande de la mairie, sachant qu'on avait demandé à ce que le temps scolaire passe 4 jours par semaine au lieu de 4 jours et demi par semaine. C'est invraisemblable ce qui nous est arrivé. C'est que le gouvernement annonce la liberté de choix. Le gouvernement publie un décret. On a eu 6 jours, je crois, pour répondre. Hein, c'est ça? 8 jours? Ah, très peu. 8 jours. Donc on a présenté notre dossier. La décision tombe. Et on a, puisqu'elle tombe aujourd'hui, et que les parents et que l'école cesse demain, on a moins de 24 heures pour prévenir les filles. Voilà. Mais la commune réagit, elle est en marche, ça nous permet de répondre. Et Monsieur Giraud, C'est une autre information. Entre les commentaires, c'est une autre information, la commune est en marche. oui, elle réagit, elle est dans le mouvement. J'ai compris qu'on avait changé de couleur et qu'on était en marche. Mais... Alors ça, c'est très, très clairement, je ne voulais pas ruiner vos espérances, mais en ce qui me concerne, en tout cas, il y a relativement peu de chance. Voilà, Alain Giraud. Ah, mais je croyais que non, c'était, pardon, Jean Di Stéphane. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça veut dire que la commune a changé de stratégie. C'est ça. Et comment Madame Baud s'est pris? Madame Baud a interrogé un maximum de parents, elle a interrogé les conseils d'école, et à l'issue de cette consultation, Voilà, c'est ça. On a en fait lancé une consultation par Internet pour un sondage auprès des parents. Il faut savoir que sur 800, un peu plus de 800 familles, 400 ont répondu. Donc on a eu 55% de ces réponses qui ont souhaité donc passer à la semaine de 4 jours. Ensuite, ça c'était juste consultatif. Après, nous avons organisé un conseil d'école extraordinaire avec les 4 groupes scolaires. Et sur ce conseil d'école extraordinaire, 3 groupes ont voté pour le passage en 4 jours et un seul groupe voulait rester à 4 jours et demi. Donc de ce fait, on a envoyé une lettre à la directrice académique dans le sens des parents et du conseil d'école. C'est vrai que sur le sondage, c'est un petit peu plus que la moitié, mais sur les conseils d'école, c'est clair et net. Tout à fait. 3 contre... Voilà. c'est ça. Voilà, alors la question qui se posait, c'est de savoir si on ne déstabilisait pas, en procédant à un changement au fonctionnement de la vie associative, en réalité, ce que les associations faisaient tout au long de la semaine, elles le concentreront sur le mercredi. Donc il va falloir qu'on bâtisse avec les associations une politique sur la seule journée du mercredi. C'est ça. Et puis, que l'on regarde la question de la prise en charge des enfants à l'issue du temps scolaire et le matin, mais là, tout ça est géré. Ça ne Voilà, prendra pas. en fait, le mercredi matin, l'IFAC est prêt à accueillir les enfants qui n'auraient pas de note de garde. Et financièrement, Alors, il faudra qu'on regarde la comparaison entre l'intervention de l'IFAC le mercredi et ce qui se passe toute la semaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences. Madame Baud me disait qu'il n'y aurait pas de différence très, très Il y substantielle. aura une différence, mais pas énorme. Voilà, à la hausse ou à la baisse? la baisse.
Mais il va falloir qu'on l'examine de près. Pas d'autres questions sur cette délibération? Des oppositions? Je voulais derrière mon intervention souligner le décalage qui peut exister, parce que c'est un dossier que je suis d'assez près entre la commission scolaire et puis les différents échanges au sein de l'école. On se rend compte qu'on supprime un point de l'ordre du jour sans forcément donner l'explication. Alors peut-être qu'une partie de l'Assemblée est au courant de la décision de la... Non, mais moi j'étais prête, ce matin j'ai rencontré Nelly, j'étais prête à présenter le point numéro 3 avec le recrutement des agents. On a reçu la lettre, il était 17h30. Non, mais Pascal, c'est justement qu'on soit tous au même niveau d'information autour de la table, et c'est le propos de mon intervention, en voyant que les points sont supprimés, c'est effectivement d'abord une organisation de la commune qui change. Sur les impacts budgétaires, oui, puisqu'on a dit que globalement la mise en place des APE qui était en gros, si j'ai bonne mémoire, 300 à 400 000 euros par an à la commune. Il y a une partie qui est prise en charge par les parents, donc ça veut dire qu'on va en gros économiser 150 à 200 euros, ce qui est une bonne nouvelle pour la commune, pas pour les parents, mais ça c'est pas le problème de cette assemblée. Et puis effectivement, il y a des points de l'ordre du jour qui sont supprimés, c'est fait. Alors, M. Augustin, d'abord, les problèmes des parents, c'est quand même un peu le problème de l'Assemblée en matière scolaire. On va continuer à intervenir, à soutenir les familles d'une manière différente, puisque la loi nous autorise à le faire différemment. Et deuxièmement, j'ai posé la question à Mme Baud, vous comprenez bien pourquoi, et Mme Baud me dit que l'économie ne sera pas aussi substantielle, parce qu'il y aura peut-être un accompagnement différent. Voilà. Elle m'a donné un chiffre de l'ordre de 100 000 euros plutôt que 150 000 euros. Voilà, pas d'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention sur cette délibération? Je vois ici, oui. On remet aux conseillers qui sont présents demain. Alors d'abord, la délibération est adoptée. Alors les conseillers. Pardon, mais vous avez présenté la suivante, la 4 en même temps? Parce que la 4, La 4, c'est pour la cantine. la 4 elle est maintenue. Je crois que vous avez présenté la 4. Désolé. Donc on en reste sur la 3. Alors sur la 3, la distribution des documents. Vous regardez, sur le chemin, il y a d'autres volontaires, personnes retraitées qui ont le temps. Je suis pas arrêté. C'est La commission aquatique. très bien. Eh bien, je vous remercie. On fera un deuxième tour de piste peut-être dans la soirée. Donc on passe à la délibération numéro 4. Madame Boucher. Donc oui, alors c'est pour le recrutement des agents non titulaires pour la surveillance de la cantine scolaire. Donc il est rappelé que chaque année, la commune détermine le nombre maximum d'accompagnateurs cantine à recruter. Pour l'année scolaire 2016-2017, 34 postes avaient été créés. Pour la rentrée prochaine, une ouverture de classe étant prévue et actée à Guise-Maupassant. Et pour respecter les normes de sécurité et d'encadrement, il sera proposé au conseil municipal de créer 35 postes au lieu de 34. Sachant que les agents peuvent travailler sur les 3 tous les jours, donc ce n'est pas forcément 34 postes qui seront occupés. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres des interventions? Pas d'intervention, pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 5, il s'agit du règlement intérieur du centre nautique. Tout à fait, monsieur le maire, et en l'absence de Laurent Pecarelli, c'est moi qui rapporte, pour une petite modification du règlement dans 2 directions. La première concerne les tenues et la deuxième concerne les cours qui sont donnés à l'intérieur du nautique. S'agissant des tenues, il a été reprécisé et bien enregistré que les bermudas de bain, les shorts maillots bain étaient autorisés, pas évidemment les bermudas qu'on pose par-dessus un slip ou autre chose. Et s'agissant des vêtements spéciaux, longs ou marquant une différence culturelle ou religieuse, ceux-ci sont interdits, étant entendu que le port du maillot de bain est lui obligatoire. Donc ça c'est ce qui concerne les tenues. Et s'agissant des cours, il est rappelé que seul le personnel de Comsport est autorisé à donner des cours dans l'enceinte du nautique. Voilà pour la modification. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire que les associations pratiquant la natation, par exemple, ne pourraient pas donner de cours dans le bassin de l'eau?
C'est ça. Seul le personnel de Comsport est habilité à donner des cours. Des cours payants, Bien sûr. mais un cours gratuit. Alors, je voulais simplement revenir sur ce que disait Serge concernant les maillots de bain. C'est que il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, étaient autorisés les Bermudas en tout genre, et qu'on a fait un changement dans le règlement où on autorise les maillots de bain sous forme de short ou de Bermuda, mais sous forme de maillot de bain, et non pas de jean coupé. Tout à fait. C'est la nuance qui est indispensable pour éviter justement des dérives et des problèmes d'hygiène liés à ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était par rapport aux signes, Les vêtements, voilà, les vêtements qui pouvaient entraîner une distinction religieuse. Très bien, merci. Pas d'autres interventions? Pas d'autres interventions, des abstentions, des oppositions, la délibération. Je cherchais les parents sur Comsport. Pardon. Est adopté. Alors, une explication postérieure au vote. Serge Bayet. Il y a une explication sur Comsport dans le règlement? Par rapport au fait qu'ils soient les seuls habilités à donner des cours. Oui. Alors, sur ce que j'en sais, il y a eu apparemment des demandes, des initiatives de vouloir développer des cours, dans la mesure où nous confions à un exploitant privé le soin de gérer, d'animer et de développer. Il a été jugé nécessaire de rappeler que seul son personnel était habilité à donner des cours là-dessus. Voilà pour les manger. Mais vous parlez des cours payants, vous ne parlez pas des cours gratuits, une association qui emmène des enfants. Ah, Pas de problème, vous êtes ah d'accord. bah oui, je pense que Voilà. dans le cadre de sortie scolaire, par exemple, en demoiselle. Non, je pense pas que ce sera. Non, c'était surtout payant. Pour payant, oui. Cours payants. Très bien. Ces explications ayant été données, nous pouvons passer avec M. Scatolin au point numéro 6 sur le boulevard des Épinettes, une session avec le Saint-Louis. Oui, c'est une session de 1136 mètres carrés qui est concédée par la SEMCODA sur le terrain de l'ancien Carrefour Market et qui permettra d'aménager à terme le long de l'avenue du Mont-Lucie et le long du carrefour de la gendarmerie, qui sera d'ailleurs réaménagé, des pistes cyclables, de recalibrer la chaussée et de remettre un ciel ouvert d'un ruisseau qui est aujourd'hui canalisé sur la parcelle du Carrefour Market notamment. J'ajouterai, pour être tout à fait complet sur cette présentation, qu'un PUP, donc un projet urbain partenarial, a été signé entre la SEMCODA et la CCPG pour un montant de 700 000 €. Et sur ces 700 000 €, environ 650 000 € reviendront à la commune de Lisbonne pour financer toute une série d'équipements liés à cette opération. Et pour être encore plus précis, je dirais que ce projet prévoit des logements privés, des logements sociaux et également un équipement de type crèche privée d'une dizaine de berceaux. Et les travaux de ce nouveau projet immobilier devraient débuter à la sortie de l'été. Très bien, merci. On va remettre à jour combien de mètres de ruisseau, là, c'est bien ça. De manière linéaire, on va être à peu près une centaine de mètres, un peu plus. Très bien. L'objectif, c'est vraiment de remettre un ciel ouvert depuis le rond-point d'Arbert, l'étang d'Arbert. Il y a des discussions encore pour prendre du terrain de part et d'autre de l'avenue du Mont-Lucie. Et surtout, on va pouvoir aménager une piste cyclable sécurisée à terme qui rejoindra la piste cyclable du boulevard des Épinettes de l'avenue des Bois, avec un passage sécurisé pour les piétons. Très bien, merci. J'aimerais bien d'ailleurs que prochainement on projette contre un mur les plans de pistes cyclables et qu'on ait un dialogue entre nous. On a réalisé l'épine dorsale de Crassier jusqu'à Grilly maintenant, et puis on est en train de faire les perpendiculaires et les radiales. Et ça serait intéressant qu'un jour on puisse en parler entre nous ici, qu'on fasse le point. Par exemple, celle-là sera très importante pour le développement du réseau de pistes cyclables. C'est très très important ici. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Guy Le Stéphane. nombre de logements total? Alors, 40? vous posez la question piège, non, je pense que c'est un peu plus de 40 logements. On va être plutôt de l'ordre de 70 logements. Avec 40% de logements sociaux sur cette opération.
Ce qui nous amènera, Vincent Scattelin, à un taux de logements sociaux. En fin de mandature, on devrait être aux alentours de 16 à 17%. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que chacun de nous a longuement perdu quand même ce qui se passe dans la vie politique et à travers la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, qui est un nouveau ministre du Logement, on suit ces questions. Vous savez qu'à Yvonne, on a une énorme inquiétude, c'est comme on a un retard en matière de logements sociaux, dans un certain nombre de secteurs qui constituent des zones tendues, le gouvernement a autorisé les préfets à planter, ou voire même à faire des acquisitions de parcelles sur les terrains qui ne sont pas forcément constructibles, et à construire massivement des logements pour rattraper les taux de logements sociaux. Alors, pour l'instant, nous ici, nous ne sommes pas concernés par les 25% qui nous concerneront bientôt, parce que nous ne sommes pas dans le secteur organisé du PGEX, mais il suffirait que l'on constate le caractère aggloméré d'un certain nombre de secteurs du PGEX, qu'à la faveur de ce constat, on puisse dire que le PGEX dans son ensemble, puisque nous sommes une communauté commune, c'est bien ça droit, est soumis désormais partout à la règle des 25%. Et de fait, ça pourrait permettre au préfet de pallier le manque de logements sociaux par les politiques que j'ai évoquées. Alors, la politique des préfets, elle est simple. Quand vous êtes très en retard, ils le font. Quand vous êtes un peu en retard, ils peuvent le faire aussi si vous n'êtes pas dans le mouvement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de projet de construction de logements sociaux, c'est en tout cas ce que dit le préfet de région, quand il constate une carence volontaire d'un conseil municipal, à ce moment-là, il peut se substituer au maire. Pourquoi est-ce que je posais cette question? Parce qu'il faut en permanence que nous ayons des projets pour pouvoir dire au préfet, qui nous a d'ailleurs écrit voici quelques semaines ou quelques mois, pour nous faire état de notre logement, que c'est un sujet qui nous préoccupe, mais que compte tenu de notre caractère de vie thermale, on le fait à un rythme qui est peut-être moins soutenu, mais on le fait. Enfin, moi j'ai connu cette commune avec moins de 4% de logements sociaux. Aujourd'hui nous sommes à 16, alors ça a pris 20 ans pour remonter tout doucement la pente. Qu'est-ce qu'on a fait avec une politique qui est bonne? On n'a pas fait de grands ensembles, on n'a pas fait de quartiers entiers, on fait des opérations disséminées dans les villes, d'où la nécessité d'avoir quelques opérations à 40%. Parce que quand vous défendrez le taux dans les services de la préfecture, vous exposerez moins une décision préfectorale de substitution à la commune. C'est bien ça, M. Scattelin? C'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs pour ces arguments-là que nous avons décidé de passer à 30% de logements sociaux en nombre et en surface sur l'ensemble des projets immobiliers qui ont 5 logements aujourd'hui, et ça sur l'ensemble de la commune. Il y avait des choix de l'urbanisme qui avaient été faits dans le PLU de 2006, qui indiquait très précisément sur plusieurs périmètres 40 voire 50% de logements sociaux. D'autres secteurs où c'est 100%, souvent des propriétés qui sont aujourd'hui ou qui étaient des propriétés communales. Je pense notamment au secteur de Plan, sur lequel nous réfléchissons à un projet de logements sociaux avec la Sainte-Anne. J'ajouterai à votre point de situation tout à fait complet un autre élément d'actualité avec le discours de politique générale du Premier ministre qui a confirmé les propos tenus par le candidat Macron, devenu président lors de sa campagne, sur la production de logements dans les zones tendues et notamment les zones frontalières, ce qui est notre cas. Elle a d'ailleurs été citée à son nom. La volonté qui a été affirmée, c'est de dire qu'il faut construire beaucoup dans les zones tendues, proches des frontières, pour offrir des logements en quantité et à un prix un peu moins important que ce qu'il est aujourd'hui aux travailleurs, qu'ils soient frontaliers ou salariés en euros sur le territoire. Ça veut dire très clairement aujourd'hui qu'on a un risque, je ne sais pas demain ce que seront les décisions du gouvernement et du Parlement, mais de voir le droit de l'urbanisme transféré au préfet, c'est le premier sujet, le droit de l'urbanisme, la planification et également la question d'instruction des permis de construire, avec notamment une libéralisation et le fait que les contraintes sur les PLU soient hautes pour permettre plus de densification dans les zones déjà urbaines. C'est un vrai risque qui pèse sur notre territoire. On rencontre dans le courant du mois d'août les services du préfet pour connaître un peu les directives qu'ils ont aujourd'hui de la part du ministère, c'est de la cohésion des territoires, pour récupérer la partie logement, pour pouvoir lui faire comprendre que sur notre territoire, on a mis en avant toute une série de politiques de réserve foncière, à la fois au niveau des communes mais également de l'intercommunalité, des politiques proactives en matière de logement et également sur la question du logement intermédiaire et du logement abordable. Aujourd'hui,
pour essayer de faire comprendre qu'on a un territoire spécifique et que cette disposition législative ou cette disposition réglementaire qui pourrait arriver pour libérer le foncier pourrait être un vrai risque sur notre territoire et un risque d'autant plus fort s'il n'est pas accompagné par l'État si l'État n'accompagne pas les communes ou l'intercommunalité sur les équipements. Se construire, on peut construire, mais comment les collectivités vont financer les écoles et les faire fonctionner? Comment l'intercommunalité va créer des crèches et les faire fonctionner? Comment sur les transports, les départements vont créer des voiries? Comment la région va nous accompagner sur le développement des transports? Et là, c'est un vrai sujet. Il y a déjà quelques temps, l'État avait essayé de mettre la main sur les politiques foncières des territoires, notamment avec l'EPORA, qui aurait été une structure étatique, qui aurait fait des acquisitions foncières qui dépendaient de la région. Les territoires s'y sont opposés en s'appuyant sur l'établissement public foncier de l'Ain, qui a un vrai appui pour les territoires, qui aide les communes et les intercommunalités à mener des politiques d'acquisition foncière pour créer du logement et du logement adapté à la classe moyenne qui travaille en France. Donc c'est ces sujets qu'on est en train de mener aujourd'hui, qu'on est en train de faire reconnaître ou au moins faire comprendre aux préfets, à Bourg, comment fonctionnent les territoires frontaliers, notamment le Pays de Gex et le bassin périgordien, pour essayer d'éviter une totale libéralisation des règles qui pourrait avoir des conséquences assez dramatiques et qui serait même contraire à la politique d'urbanisme que nous voulons mettre en place à Dijon. Évidemment, Vincent Scatolin met le doigt sur un sujet qui nous inquiète tous, c'est la recentralisation de l'urbanisme dans les régions sensibles, comme la grande région parisienne ou notre région. Cette recentralisation, elle serait ravageuse. Parce que l'État ferait comme il a l'habitude de le faire, il prend 30 hectares de zone agricole, d'autorité, il les met en zone constructible, et sur ces zones constructibles, il fait 400, 500 logements sociaux. Et il a fait comme ça dans un certain nombre d'agglomérations quand il avait la responsabilité de l'urbanisme jusqu'aux lois de décentralisation des années 80. Donc ça, on le redoute évidemment. Et il y a eu un signe, qui était un signe inquiétant, et c'est le courrier que nous avions reçu du préfet, nous indiquant qu'il souhaitait accueillir notre avis sur EPORA, qui est un organisme d'État qui fait des acquisitions foncières en lieu et place des EPAT. Et on a tous réagi, l'association des maires que je préside de l'Ain a réagi, le département a réagi, on l'a fait avec les associations de maires de Haute-Savoie, et finalement on a pu écarter ce risque. Mais outre EPORA, l'État a d'autres moyens d'intervention, il peut se substituer aux communes. Ça, évidemment, ça nous inquiète. Ça permet de dire aussi une autre chose, Vincent Scatolin. Les organismes HLM aujourd'hui se refinancent en vendant leur patrimoine et leurs actifs. Et quand ils vendent, le patrimoine vendu ne figure plus dans le stock des logements sociaux de la commune. J'avais déposé un amendement à l'Assemblée nationale qui n'a pas été adopté par le gouvernement pour qu'ils y restent 10 ans ou 15 ans. Parce que la population, elle reste bien dans ces logements pendant 10, 15 ou 20 ans. Et le gouvernement ne l'avait pas adopté et l'a accepté et l'a toujours regretté. Parce que je discutais avec notre collègue maire de Gex, où il y avait beaucoup de ventes de logements sociaux, ça pose un problème de retard par rapport aux 25%. Voilà un sujet sur lequel il faut être très vigilant. On ne vendra plus un seul logement social à Divonne-les-Bains du fait du risque aujourd'hui de voir l'État se substituer. Comment vous allez faire? C'est une connasse, elle veut. Oui. Il faut que la collectivité donne son accord, sinon elle ne peut pas. C'est écrit en arbre, ça? Non, c'est les conseils municipaux. Mais par exemple, Tirmire, c'est rendu avec notre accord. On a accepté 3 ou 4 opérations de vente, elles ne valent pas énorme. On a accepté quelques-unes, on a joué très réservé. Mais Tirmire, il y a eu beaucoup d'opérations de vente. Ça me permet de dire aussi qu'aujourd'hui, les organismes HLM rencontrent de plus en plus de difficultés à se faire garantir leurs emprunts par les collectivités. On assiste dans le Pays de Gex à une collectivité, maintenant il y en a 5 ou 6 qui ne souhaitent plus garantir. C'est-à-dire que derrière, ça va amplifier le mouvement de la revente des logements sociaux à partir du moment où ils ne sont plus financés par un prélèvement social. Donc, à faire diminuer le nombre de logements sociaux dans le stock du nombre de
je voulais revenir sur ce projet. Je n'ai pas bien compris la date de livraison ou début des travaux. Alors, le permis de construire n'a pas fait l'objet de recours. On l'a constaté à la fin de ce mois, du mois dernier, pardon. Donc je pense que les travaux devraient débuter dans le courant de l'été ou à la rentrée. Et livrable? C'est-à-dire que ça va être livrable entre 18 et 24 mois après. Très bien, merci Vincent. Est-ce qu'on a d'autres observations? Oui, une dans la même lignée. Ça veut dire que le but et les travaux que l'on veut faire du rond-point de l'étang d'Arbert jusqu'à l'ancienne gendarmerie, la commune va faire ces travaux-là dans les 24 mois qui vont arriver? Pas forcément. Alors j'ai tous les délais, en fait je pourrais vous les donner. Mais on s'est engagé à réaliser, selon un échéancier, à réaliser les travaux sur la mise en municipale. Et ces travaux ils seront réalisés quand nous aurons fait l'acquisition aussi de l'ensemble des terrains qui est nécessaire en amont du projet du site du lancer Carrefour Market. Il y a une main qu'on n'a pas, par exemple. Les chantiers sont engagés dans les 2 ans dans le cadre de l'échéancier. Je pourrais vous redonner ça. De toute façon, on devra passer une délibération prochainement au conseil municipal entre la CCPG et la commune de Diveuze pour la rétrocession de l'argent touché par la CCPG et qui doit revenir à la commune sur des compétences qui sont les siennes. Quel genre de compétences, par exemple? La voirie, la question des écoles. J'ai une question sans Catalin sur ce projet. Vous me confirmez bien qu'il y aura l'aménagement du rond-point, du parcours qui est enfin, la gendarmerie du projet? Oui, tout à fait. Puisque c'est un rond-point qui aujourd'hui génère des incivilités et des dangers liés à la circulation. On va recalibrer l'aménagement. Et je voulais rajouter quelques commentaires par rapport au logement social, qui est un vrai sujet, une vraie problématique. Je pense qu'une des premières façons de se prémunir de ce qui pourrait nous arriver, perte de maîtrise à Divonne, c'est d'abord de faire les efforts, et je crois qu'ils sont engagés depuis longtemps, Vincent Catalin l'a souligné, on a remonté le logements sociaux et aussi la façon de les calculer en fait en surface en nombre de logements. La deuxième, c'est aussi d'avoir une cohérence dans nos schémas, dans nos politiques d'urbanisme. Quand effectivement on a un PLU cohérent, il y a quand même peu de chances pour que l'État est complètement à l'inverse de ce qu'on fait depuis des années, d'où aussi la nécessité de garder une ligne de conduite sur ces schémas au fil du temps. Et c'est des choses qu'il faut garder en tête, ça peut avoir des conséquences aussi à Divonne, quand on fixe les règles, on se les applique et on les applique dans le PLU. Et le dernier point sur le logement social, c'est un problème de gestion du parc de logement, parce que c'est bien de construire des logements sociaux, faut-il encore que les logements soient disponibles pour les gens quand ils en ont besoin. Et effectivement, je connais les difficultés qui peuvent exister à gérer ce type de logement. Il y a des gens qui occupent ces logements qui ne sont pas toujours au bénéfice dans les conditions pour les occuper. Et ça crée finalement des tensions pour des nouveaux arrivants dans la région qui pourraient bénéficier de logements sociaux. Alors, sur ce terrain-là, on nous annonce une loi qui sera drastique. Aujourd'hui, on fonctionne avec un système de surtaxe. Mais la surtaxe n'est pas incitative. Donc, plus vous loyer plus la surtaxe, si vous comparez au logement marchand, vous n'êtes pas du tout incitatif. Donc, ce que propose le gouvernement, ce que proposerait le gouvernement, c'est de mettre en place un système où le loyer soit proportionnel au revenu de ceux qui l'occupent. La surtaxe sera proportionnelle au revenu. Moi, j'ai connu un cas de 2 fonctionnaires internationaux qui occupaient un logement social. Ici, si on appliquait ce système-là, on aurait des loyers qui seraient plus élevés que les loyers du secteur privé. À présent, c'est un sujet qui a toujours été très discuté nationalement. L'idée étant qu'il ne faut pas faire payer aux personnes qui sont dans les logements sociaux la politique du logement social. C'est la raison pour laquelle ce type d'amendement n'a jamais été adopté. Et je suis qu'il le regarde. Surtout ici dans cette région, avec des loyers suisses, souvent vous crevez réellement le plafond. Voilà, on va attendre le texte. Vincent Scatolin, on a des nouvelles sur ce texte? On n'a pas tellement de nouvelles aujourd'hui. La loi égalité et citoyenneté qui commence dans les premiers décrets de Calvé, qui commence à arriver plutôt, qui commence à laisser quelques marges de manœuvre, notamment sur la possibilité aux bailleurs sociaux de contraindre les personnes qui sont aujourd'hui dans un logement social qui dépassent les plafonds à
trouver d'autres solutions, mais c'est encore très light. Mais je crois qu'on a surtout perdu en France la notion de parcours résidentiel, qui était la base en fait, du logement social. Historiquement, les logements aidés devaient permettre d'accueillir des gens qui avaient des revenus plutôt faibles, temporairement, de manière à ce qu'ils passent ensuite dans le logement privé et soient propriétaires. Et cette notion s'est totalement perdue par un manque d'accompagnement des bailleurs sociaux dans les parcours résidentiels. Et aujourd'hui, les bailleurs sociaux, on rencontre régulièrement avec Sandrine Stéphane, nous font comprendre aussi qu'ils ont tout intérêt à conserver des gens dans les logements dont les moyens de payer, même s'ils dépassent les plafonds, plutôt que de se retrouver dans les logements sociaux avec des gens dans des fragiles, dans des situations précaires, dont ils ne seront pas sûrs de pouvoir toucher le loyer. C'est toute la problématique du logement social. Très bien. Madame Stéphane veut rajouter quelque chose. Mais, je suis la première qui s'est frustrée de ce que vient de me rappeler M. Augustin. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'appareil législatif pour contrecarrer ce qui se passe. Alors, ce qui fait qu'effectivement, c'est un turnus de 100% sur la commune, qui fait qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont plus rien à faire dans les choses sociales. Je n'ai pas d'outils pour les sortir. Donc, tant qu'il n'y aura pas un texte de loi qui me le permettra, je suis contrainte à le laisser. Parfait, merci. Pas d'autres interventions sur cette délibération. Des oppositions, des abstentions, c'est l'unanimité. Le point numéro 7, on met cette fois rue du Salève. Alors, rue du Salève, nous sommes rendus compte qu'en bout d'une parcelle communale était située dans la propriété de M. Al-Karafi, derrière la clôture de M. Al-Karafi, avenue du Salève. Il est rentré du coup, en contact avec la mairie et deux solutions c'était pour nous, se sont présentées, soit il déplaçait sa barrière et nous laissait les 26 mètres carrés, soit on lui vendait les 26 mètres carrés. Nous avons fait le choix de lui céder ces 26 mètres carrés, de lui faire une proposition. Pour ce faire, nous avons sollicité les avis des domaines qui nous ont fait une proposition, enfin une évaluation à 170 € le mètre carré sur une surface de 26 mètres carrés, ce qui était très faible et qui représente un montant de 4 420 €. C'est sur cette base-là que la proposition de cession a été faite à M. Al-Karafi, qu'il a accepté, et il vous est proposé ce soir d'accepter cette cession des 26 mètres carrés. Pourquoi ce tarif? Alors, c'est l'évaluation des domaines, c'est un délaissé d'une parcelle communale. Voilà. Donc, on est resté sur l'avis des domaines. On avait une possibilité de faire une autre proposition en prix tarifaire. Vous pouvez aller, on a le droit de s'écarter de 10% de l'évaluation des domaines. Pas d'observation, pas d'opposition et d'abstention. Eh bien, nous allons rendre cette parcelle à M. El-Karafi, ce qui nous permet de passer au point numéro 8, compte de l'eau. Oui, alors nous avons un projet immobilier rue de la Combe de l'Eau. On a discuté avec le porteur de projet, M. Mallet, pour qu'il nous cède 26 mètres carrés de sa parcelle, ce qui nous permettra d'aménager le long de la rue de la Combe de l'Eau un trottoir et 3 places de stationnement longitudinales le long de la rue de la Combe de l'Eau. Cette cession se fait à l'euro symbolique, toutefois. La commune réalisera des travaux, notamment la pose d'un grillage en limite de la nouvelle propriété. Il est important dans ce secteur de Villars de pouvoir trouver des places de stationnement complémentaires à l'offre existante. Et c'est pour ça que nous avons trouvé un arrangement avec M. Mallet sur ce projet. Très bien, merci. Des questions? Sur les plans, je vois clôture rigide en remplacement de l'enrobé. Je pense qu'au début, nous avions dû discuter avec lui des questions d'enrobé. Puis à la fin de la discussion, nous sommes arrivés à la clôture. Les discussions avec les gens qui cèdent, c'est souvent des discussions qui durent et qui évoluent à partir du moment où on a le permis. Et puis des fois, quand on est sur le terrain, il y a des fois des discussions qui se font et on trouve d'autres solutions. Et l'enrobé n'est pas nécessaire? Sur cette partie-là, si, mais il doit le prendre à sa charge. Quand on tombe à la réalisation, il prend à sa charge, c'est ça? En fait, il fera l'enrobé et on fera la clôture. Et ça vaut combien, la clôture? On doit être en
montant entre environ 1 200 €. Merci. Très bien, des questions? Je crois qu'on donnait plus de contrepartie en nature pour les sessions. On avait fixé une règle pour la session de Dans ce cas-là, on a souhaité, en fait, on a réalisé une évaluation. Globalement, on a arrivé, soit on achetait. Aujourd'hui, normalement, la session gratuite n'est plus possible. Si le propriétaire ne veut pas céder, à ce moment-là, la commune achète. Elle fait faire une évaluation des domaines et elle achète au prix d'évaluation des domaines. Qui est, tout dépend qui fait l'évaluation. À ce domaine, on peut se retrouver à devoir payer le montant qu'on a évoqué tout à l'heure dans la délibération précédente. Donc, selon le type d'évaluation que nous avons, des fois, il est plus intéressant de faire des travaux que de payer. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant pour nous, où c'était un montant à peu près équilibré, de réaliser la clôture. Mais dans ce cas-là, le pétitionnaire a bénéficié aussi de conditions particulières pour pouvoir aménager son parking. Il avait, je suis pas certain qu'il avait écrit une dérogation. C'était la meilleure humeur que moi. Ça fait partie de la discussion. Après, le contrat, Moi, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit effectivement on positionne son stationnement pour que ce soit favorable à la mairie, qu'on puisse créer des places de stationnement, mais on ne va pas en plus payer la clôture. Quand on sait que 26 000 m², c'est 4 000 €, qu'on va en payer plus de 1 200 en clôture, c'est plus les frais de notaire, on ne va pas gagner beaucoup d'argent là-dessus. Mais on gagne peut-être pas d'argent, enfin quoique, parce que 26 m² à 160, si on prend, on est à peu près à 4 000 € aujourd'hui, les frais de clôture sont à 1 200, même si on ajoute des frais de notaire qui vont aux alentours de 1 000 €, on va être sur 1 200 €. Non, la difficulté c'était le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on est travaillé le permis de construire avec le pétitionnaire et qu'à la fin on n'arrive pas à faire les sessions comme on l'avait imaginé avec lui. Dans la discussion qu'on avait eue avec lui, je ne sais pas si la session gratuite avait été évoquée. C'est-à-dire qu'on avait discuté avec lui d'une session d'une partie du terrain, et sur les conditions de la session. Très clairement, on souhaite qu'elle soit gratuite ou à l'euro symbolique lorsque c'est possible. Et quand c'est pas possible, à ce moment-là, on essaie de trouver la meilleure condition pour la commune. Aujourd'hui, entre 4 000 € qui pourrait être le prix d'acquisition par la commune de ces 26 m² et le paiement de 2 200 € pour la clôture et les frais notaires, on a fait le choix de plutôt financer les travaux dans le. Est-ce qu'on aurait la possibilité de reporter cette délibération pour vérifier s'il y avait une dérogation pour le stationnement du pétitionnaire? Et je vous fais confiance sur la. Non, mais avant, ma mémoire peut me faire défaut aussi, mais quand on regarde le dossier, le point des travaux en contrepartie m'avait échappé très clairement. Si effectivement il y a eu dérogation sur l'abri couvert, peut-être qu'il ne faut pas qu'on fasse la clôture, on ne sait pas. Est-ce que cette information, moi ça ne pose pas de problème de décaler la délibération, est-ce que cette information complémentaire sera de nature à changer le vote? Je ne sais pas, moi je me demande à l'Assemblée, si on a aménagé le permis de construire pour qu'il puisse positionner son stationnement sur la parcelle, et qu'en contrepartie, on crée du stationnement public pour accompagner la densification de ce secteur, et qu'à la fin on doit négocier le bout de clôture à la place de l'enrobé qui vient en remplacement de je sais pas quoi, alors que finalement ça ne change rien à la parcelle du pétitionnaire, c'est pas simplement une session pour que la commune puisse aménager du stationnement. Je pense qu'on peut peut-être revoir le dossier dans son ensemble. On peut. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive avec ce projet à retrouver des places de stationnement publiques. Ce qui n'aurait pas été, ce qui n'était pas le cas si un autre type de projet s'était développé, ou si la parcelle avait été vendue de manière individuelle sur ce projet-là. Mais moi, ça me pose aucune difficulté, si on remet à l'Assemblée, de décaler cette délibération et de revenir avec des explications complémentaires s'il le faut. Je dis clairement à l'Assemblée, après si tout le monde vote pour la délibération, je serai en minorité, ça m'arrive, hein, c'est pas très grave. Maintenant, si effectivement il y a eu des aménagements sur le permis de construire pour faciliter l'opération du promoteur en question et qu'au final on se retrouve à devoir faire une clôture, personnellement ça me choque. Si ça ne choque que moi, je serai en minorité. Alors je vais vous proposer, dans un esprit d'ouverture qui nous caractérise depuis bien longtemps, de vous donner raison. Monsieur Augustin, nous allons reporter cette délibération au prochain conseil, puisqu'il n'y a pas d'urgence. Vous notez bien au procès verbal que nous avons reporté à la demande de M. Augustin, parce que c'est rare. J'interviens ici en tant que membre de la commission aménagement du territoire. Bien d'accord, M. Augustin.
C'était pour vous redire notre disponibilité et notre ouverture d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut passer au point numéro 9 maintenant sur le bilan des acquisitions foncières? Pas de question là-dessus, c'est classique, c'est une délibération récurrente. Pas de questions, si vous avez des questions particulières, vous les posez pour voir ce que vous pouvez répondre techniquement. On sait que tous les ans, on veut dire les états nous avons acheté. Je crois qu'on dit aussi ceux que nous avons vendus. Cette année, par exemple, la seule mutation, c'est le transfert de l'assiette du collège au département pour une surface nette de 18 774 m². Très bien. C'est fait à titre gratuit, je le précise. On peut donc passer au point numéro 10. Sur Attendez, Pardon. Oui. Jean Di Stefano. J'ai bien lu attentivement. J'aimerais avoir quelques explications sur une date de délibération du conseil municipal du 7 juillet 2016 concernant le consort Lapeyre à Champlat. Vous pouvez me rappeler ce que c'est? Ah, alors, il y en a 1, 2, 3. 2. La troisième. Engagement d'acquisition sur terrain nu. 1000 m², ça doit être. Non, parce que c'est important pour ça, c'est un hectare. Oui, c'est une acquisition, enfin, c'est même pas une acquisition de la commune, c'est une acquisition faite par la SAFER pour le compte de la commune, sur un terrain situé juste à côté du lotissement Champlat. C'est un terrain situé dans une zone naturelle agricole. Ah, voilà, c'est cette partie-là, à gauche du lotissement. c'était justement pour faire de la réservation pour les terrains agriculteurs. Ah oui, d'accord, je me souviens. C'était peut-être pas sous ce nom-là, c'était Kidé. Comment? C'était peut-être sous le nom de Kidé à l'époque. Enfin bref, mais c'est en règlement. Après la page 34, j'ai bien noté tout ce qui est portage EPF. Et en bas, date de délibération 11 février 2010. Zone globale. Oui. Vous pouvez également me dire où on en est là? Alors aujourd'hui, on est toujours devant la justice, devant l'affaire de zone globale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la cession de terrain apparaît toujours dans le bilan foncier. Parce qu'en fait, la cession a été actée par le conseil municipal, la promesse de cession. Elle n'a jamais été réitérée par la collectivité pour les raisons que vous connaissez. De non-conformité du permis de construire par rapport aux engagements pris par la société de zone globale dans le cadre de la promesse de vente. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours notée dans notre bilan foncier, parce que c'est une délibération qui acte quand même une cession. Donc dès que nous aurons la délibération, la décision de justice, nous pourrons prendre une position dans le bilan foncier par rapport à cette affaire de globale, qui aujourd'hui nous pénalise quand même lourdement, parce que c'est un projet hôtelier et de résidence hôtelière qui nous tenait à cœur. C'est la raison pour laquelle nous l'avons apporté au conseil municipal, qui a fait de nombreux débats, et c'était un moyen aussi de compléter l'offre hôtelière de Divonne, de repositionner, de continuer à positionner Divonne comme une ville touristique et comme une ville thermale, parce que je le rappelle, cet hôtel était un hôtel 4 étoiles du groupe Radisson. Et qui nous avait été présenté. On peut espérer une décision ferme et définitive quand? Peut-être dans le courant de l'année, ou dans le courant de l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est une affaire qui traîne quand même depuis 2010. Ça a dû être dans la foulée 2011, 2014. Dernier petit point, engagement de cession de maison. Donc, ce qu'on a délibération du 9 juin 2016 par la SEMCODA. Et je vois un prix en euros de 2 947 000. Ça veut dire quoi exactement ça? On vend à la SEMCODA le terrain pour un montant de 2 947 500. Et ensuite, on est payé par la SEMCODA à hauteur de régulation, de la façon des locaux pour la maison de santé, et une soute. Il faut bien que vous nous expliquiez le financement, mais ça c'est un autre point. Je vais prendre un peu précis là-dessus si vous souhaitez.
Et donc, pour mémoire, la délibération du 21 décembre 2016, il y a un certain nombre de sections, parcelles, numéros, lieux-dits. C'est quoi exactement tout ça? En fait, on a signé un protocole foncier avec Urbanera. Et Urbanera s'est engagé à faire l'acquisition des parcelles, comprises à l'intérieur du traité de la concession d'aménagement que nous leur avons confié. Il y a toute une série de parcelles qui appartiennent à la commune, et il y a également des parcelles privées. Et aujourd'hui, Urbanera est en train de mener des négociations avec les privés qui aujourd'hui sont en périmètre de la gare. Donc les parcelles correspondent les numéros de section, les sections et les numéros correspondent soit au terrain, soit aux appartements, soit aux maisons qui sont situées à l'intérieur du périmètre du traité de concession. Donc là, c'est en cours. C'est en cours, oui. C'est pas fait, c'est en cours. Mais c'est en cours, sauf que ça apparaît parce qu'on a vraiment signé un protocole. C'est ça, on a fait la démarche. Et donc, je constate bien quand même qu'on s'est allégé d'une surface de 18 000, presque 19 000 mètres carrés. C'est ça. Nous avons résisté quand même 15 ans, voire un peu plus, face au département. Parce que c'est une disposition réglementaire, une loi, qui précise que les communes doivent céder au département gratuitement l'assiette de terrain sur lesquels est implanté l'établissement collège, le type collège, et ce qu'il y a autour, parking ou petits équipements sportifs pour permettre aux collégiens de faire de l'activité sportive. Ça fait un transfert de compétences. Tous les actifs immobiliers nécessaires à l'exercice du transfert passent à la collectivité qui en a charge. C'est vrai pour les lycées, c'est vrai pour les collèges. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On remarque, monsieur le maire, pour souligner effectivement le gros de cette opération, c'est le transfert du collège au département. Donc quand on parle du bilan de la commune actif-passif et de nos réserves foncières, etc., on voit qu'on peut se délester de plus de 2 hectares pour même pas l'euro symbolique de ce cas-là. Donc ça reste une notion un peu compliquée pour les communes. Quand on raisonne comme ça plus largement, on voit que là on peut faire 2 hectares sans avoir de revenus en face de ces plans. Donc voilà, c'est la limite de l'exercice sur lequel on discute souvent. Mais je dirais même qu'aujourd'hui, ces 18 mètres carrés représentent une valeur comptable relativement élevée dans le bilan foncier. Donc c'est vraiment un geste, on se dessaisit quand même d'un certain montant sur ce qui est lancé dans le cas. 2 millions. Quasiment 2 millions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Je crois que c'est un demi-acte. Oui. On vous donne acte pour la communiquer. On approuve. Eh bien, il n'y a pas d'opposition. On peut passer au point numéro 10. C'est Claude Emmanuel Buchemin pour un exercice qui porte sur l'affectation du résultat de fonctionnement. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, tous les points finances qui sont de l'affectation d'un côté et puis la décision modificative qui en découle sur tous les budgets, si on peut avoir une lecture globale, et puis après... Est-ce que vous souhaitez une discussion budget par budget? Non. Sur les affectations, non. Alors, sur les affectations, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Vous voulez qu'on parle de... Au moins le point de vue. Du principe, d'accord, ok. Allez-y. Alors, très bien. Non. Mais ça, c'est l'affectation des résultats. Alors, allons-y. Claude Emmanuel Buchemin, sur l'affectation des résultats. Donc on est en train de parler des décisions modificatives qu'on présente, avec donc, tout d'abord l'affectation du résultat, qui est simplement ce qui était le résultat constaté au contrat administratif 2016 qu'on avait approuvé. Et puis donc ensuite, on y rajoute des modifications afin de réactualiser chaque budget au regard des besoins qui sont constatés à mi-année. Donc, d'un point de vue global, sur les budgets annexes, il n'y a pas de modification majeure. Ce sont principalement des modifications à la marge, en dehors du budget annexe aménagement du quartier de la gare, où dans ce dernier, il y a une modification importante puisqu'il y a eu un rejet d'un mandat qui aurait dû être comptabilisé sur 2016 et on nous oblige donc à le réintégrer en fait dans cette décision modificative au titre du budget 2017.
Sur le budget principal, je passe les opérations dites blanches, en fait, qui sont soit des changements de ligne, soit des modifications au niveau des chapitres, mais qui n'ont pas un impact budgétaire. Ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est qu'on a un impact à hauteur d'à peu près 610 000 euros, avec principalement les manques à gagner et reversements plus importants de l'État, donc la DGF qui est moins importante que ce qui était prévu au budget initial, la DSR aussi, et le FPIC qui augmente. Donc la totalité globale de cet impact de l'État, c'est de 340 000 euros à peu près. On a des annulations dont on avait parlé et des remboursements de trop perçus pour une somme d'à peu près 60 000 euros. La participation aux activités culturelles du casino qui découle de la loi sur le produit des jeux pour une somme de 24 000 euros. On prend en charge aussi la démolition de la douane de l'entrée de Chavannes, donc pour à peu près 33 000 euros. L'augmentation, on en avait parlé en conseil, de la cotisation du SIEA, donc qui est effective pour plus de 30 000 euros. Nous avons décidé aussi de focarder le lac, donc on a rajouté à ce budget-là à peu près 15 000 euros. Comme vous le savez aussi, nous avons augmenté les taxes foncières, donc ça a un impact forcément sur les taxes foncières payées par la commune sur le domaine privé de la commune, d'environ 12 000 euros. On a d'autres petites choses, l'ajustement à la baisse de la taxe sur l'électricité, qui est de à peu près 30 000 euros, et l'augmentation sur la redevance incitative, donc sur la gestion et la valorisation des déchets, d'à peu près 23 000 euros. De l'autre côté, on a de bonnes nouvelles sur d'environ 460 000 euros. La prise en compte exacte du chiffre de la fiscalité, puisque nous avons reçu les chiffres de l'État, donc c'est plus 310 000 euros par rapport à notre prévision au budget initial. Une attribution de compensation de la communauté de communes au titre de transfert de compétences, donc de la partie économique qu'on a transférée, qui est majorée par rapport à notre prévision initiale aujourd'hui de 60 000 euros. Une augmentation de recettes liées donc à l'activité de Forestland de un peu plus de 10 000 euros. C'est suivant la convention, il y a une partie qui dépend des bénéfices, des recettes de l'entreprise. La diminution du coût réel en fait de notre prestataire IFAC, donc pour le périscolaire, de 60 000 euros par rapport à la prévision. Le remboursement aussi des points verts donc, par la CCPG, puisque vous savez que la commune de Divonne en fait nettoie les points verts, et en fait comme c'est une compétence de la communauté de communes, elle est remboursée pour un montant d'à peu près 10 000 euros. Et nous avons aussi voté une subvention donc, qui devrait être allouée pour le focardage de 10 000 euros. La fin, donc ça fait une différence aujourd'hui de 150 000 euros. Sur ces 150 000 euros, nous récupérons une partie de l'excédent budgétaire du budget annexe des bons et concessions à hauteur de 13 000 euros. Nous diminuons un petit peu le transfert à l'investissement parce qu'on a des recettes d'investissement par des subventions d'investissement qu'on a pu mettre en place. Donc il y a une diminution au transfert d'à peu près 36 000 euros. On utilise aussi, nous avons une recette du remboursement de Alpha 3A qui était le prestataire précédent à l'IFAC. Donc c'est la clôture en fait une année et demie après du trop perçu qui avait été fait par la commune, donc pour un montant de 60 000 euros. Et ensuite on utilise, c'est à ça que ça sert, les dépenses imprévues à hauteur de 27 000 euros. Voilà. D'où, en fait, globalement, ce qu'on remarque, c'est que le budget principal, il change à la marge d'un point de vue global.
on a une très bonne tenue des dépenses et l'affectation du résultat, il est allé en totalité à l'investissement. Moi, ce que je voulais dire sur cette décision modificative qui suit ce que l'on a mis au budget initial, c'est que j'espère que comme moi vous êtes fiers parce que aujourd'hui, présenter un budget de fonctionnement qui varie à la marge lors d'une décision modificative, et où en plus on peut, grâce aux efforts des services, dédier plus de 7 millions, je dis bien 7 millions, tout budget confondu à l'investissement. Donc si je reprends dans tous les budgets que j'additionne toutes les parties de l'investissement, c'est plus de 7 millions. Et je rappelle qu'on est dans des conditions où l'État continue de nous ponctionner et où les diminutions des dotations et des avantages qu'on pouvait avoir à l'époque de l'État sont en chute libre. Et je suis fier de pouvoir porter avec notre liste et puis avec vous tous des réalisations qui se concrétisent, c'est-à-dire l'avenue de Genève, la pose de la première pierre de la maison médicale, d'un nouvel établissement hôtelier, de donner plus de place au centre-ville pour les vélos avec la mise en place de la zone de rencontre, et puis aussi, comme je le rappelle, des projets ambitieux comme le centre aqualudique, le quartier de la gare, les nouveaux thermes, des salles pour les associations, et puis l'embouteillage de l'eau, qui feront de Divonne un pôle touristique incontournable dans cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Merci, Claude Emmanuel Duchemin. Qui est-ce qui souhaite s'exprimer? J'imagine que Jean-Louis Stéphano va vouloir intervenir. Jean-Louis Stéphano. Rapidement. Je vous remercie de toutes ces précisions, mais je ne vous cache pas que ça m'a pas mal embrouillé. Vous parliez de 340 000 € en plus, en moins, les compris. Et ensuite, vous dites, la fiscalité, on a une bonne surprise, parce que j'ai compris, de 310 000 €. Moi, j'ai simplement vu sur le budget 2017 que le SPIC était de 311 000 € prévu, et la DGF était de 617 000 €. Voilà. Si déjà vous pouvez me répondre sur ces deux points que je n'ai pas bien compris. Alors, donc, vous aviez une DGF de 617 000 € qui finalement est la DGF réelle qu'on touchera est de 400 000 € à peu près. D'accord? Donc il y a une baisse par rapport à la prévision qu'on avait mise au budget initial. Ensuite, calculé aujourd'hui. Là, c'est notifié. C'est notifié. Sauf que là, on attendait la prévalence. Si vous voulez, quand on inscrit, on a des contacts avec les services de l'État, puis après on reçoit la notification. Et entre ce que nous espérions et ce que nous recevons, il y a 200 000 budgets. Ensuite, il y a une dotation de solidarité rurale que l'on touchait et qui, aujourd'hui, on ne rentre plus, donc sur la notification, on a vérifié, on ne rentre plus dans les critères. Donc, on est passé de à peu près 80 000 € à zéro. Voilà. Et ensuite, pour finir, on avait donc prévu au budget initial le FPIC à 311 000 et on est plutôt, on a à peu près 40 000 de plus. Voilà. Donc, ça fait la totalité de ça, on est d'accord, ça fait une différence par rapport à ce qui était prévu initialement en négatif de 340 000 €. Et les 310 000 ? Alors, les 310 000, c'est la même chose, c'est la notification. C'est-à-dire que quand nous avons au départ prévu au budget initial les recettes de la fiscalité, c'est une prévision. On a été notifié des recettes réelles par l'État, de ce que l'on allait toucher au titre de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Donc là, il y a une différence à la hausse. Voilà. 310 000. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que désormais, l'impact des diminutions des dotations de l'État prend une proportion plus que lourde. Parce que si vous regardez ce que vous touchez en DGF et ce que vous payez au PIB, netto, c'est à zéro. Et je pense qu'assez rapidement, on sera niveau. C'est-à-dire que la commune de Divonne sera débitrice vis-à-vis de l'État.
ça me permet quand même de dire une chose, c'est que le système que nous avons connu depuis l'organisation du territoire de la République ancien est un système dans lequel les collectivités territoriales ne perçoivent pas l'essentiel de l'impôt. L'essentiel de l'impôt est perçu par l'État. Mais les collectivités territoriales acceptent que l'État prélève ses impôts à condition que l'État restitue. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre République, il y a un Sénat, et qu'au sein du Sénat, il y a un comité des finances locales, qui est en charge d'assurer ce juste retour. Mais désormais, l'État prélève plus, et il ne nous donne plus, parce qu'il ne fait pas les réformes structurelles. Et ça commence pour un certain nombre de collectivités de notre région, qui sont des communes aisées, parce que l'assiette foncière est d'une valeur locative élevée, et l'immeuble a une valeur locative élevée, a posé des problèmes majeurs. Ça pourrait être très, très, très clair, je le dis, la contrainte qui a été la nôtre cette année d'augmenter la fiscalité, je le redis, l'explication, elle est là. Et en cours d'année, c'est 200 plus. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui en France un véritable problème, c'est que si en contrepartie de ces prélèvements, l'État avait une politique qui consistait à dire je donne moins de collectivité mais je diminue mes prélèvements, ça aurait du sens. Voilà. Je vous ai déjà dit au conseil municipal précédent que je pense que ce n'est pas que la réduction des dotations de l'État qui vous a obligé à augmenter les impôts. Je voudrais aussi revenir sur le fait d'une chose que vous avez dite et qui est très importante, me semble-t-il, où là on devrait avoir quelques marges de manœuvre. Vous avez dit que si on augmentait les impôts, notre contribution au SPIC devrait diminuer. Si, vous l'avez dit, et vous avez dit que vous alliez demander à vos services de faire l'étude, ce qui est en train de se faire, je crois. Là, il y a un malentendu. Ce que j'ai dit, c'est que si vous augmentez l'impôt, la diminution de DGF n'est pas aussi importante. Parce que la DGF, elle est calculée sur, en partie, sur la fiscalité que vous prélevez sur les habitants. C'est-à-dire que plus vous avez une fiscalité élevée, plus vous êtes encouragé, plus vous êtes DGF. Et moins votre fiscalité est élevée, moins vous avez DGF. C'est ça que j'ai demandé de calculer au service. Quant au FPIC, il n'y a pas d'intervention de la fiscalité. On prend la richesse de la commune. Et quel est notre problème ici à Livourne? Le problème, c'est que nous avons une valeur foncière élevée, nous avons une valeur locative élevée, et nous avons employé des jeux. Alors, je vous le dis, mais j'ai échoué. J'ai fait en sorte à Paris que le produit des jeux ne soit pas inclus dans la base de calcul du FPIC. Pour une raison simple, c'est que produit des jeux égale commune touristique. Et qui dit commune touristique dit commune à vocation d'investissement. Mais on a échoué. Et je venais là, après avec le maire d'Évian, avec le maire de Deauville, on n'y est pas parvenu. Voilà pourquoi on a un FPIC qui monte. Peut-être que j'ai mal compris, mais si ce n'est pas le SPIC, ça sera sur la DGF. Sur la DGF. La DGF va augmenter, donc on devrait avoir un petit quelque chose, parce que c'est l'argument que vous avez souvent mis en avant sur la DGF. On a des taux bas, donc on a moins de DGF et on est pénalisé. Donc j'espère que cette augmentation de fiscalité qui est très importante fera que sur les dotations de l'État, on aura une certaine compensation. Alors, on aura une baisse de la DGF qui sera peut-être moindre, mais les critères d'attribution de la DGF sont en plein chamboulement. D'ailleurs, vous l'avez noté, le gouvernement y a renoncé, mais il voulait revoir complètement la mécanique de DGF. Il ne l'a pas fait complètement. Il faudra inclure dans le raisonnement qu'elle vaut la modification des critères sur l'attribution de la DGF. Mais le principe que je vous indiquais, qui est que Livourne est une commune qui proportionnellement perçoit moins de DGF parce qu'elle a une fiscalité faible, c'est la réalité. Hélas, on est dans un pays dans lequel plus vous prélevez d'impôts, plus l'État vous donne des recettes. Parce qu'en fait, il ne veut pas encourager la vertu fiscale. Je suis très sérieux en disant ça. C'est une particularité française. L'État ferait mieux de faire le contraire.
Là, on prélève moins d'impôts, on gagne plus pour compenser. Eh bien non, il fait le contraire. C'est un mécanisme qui était en place et qui va peut-être perdurer. Je voulais juste donc revenir sur le point numéro 10. Le compte administratif 2016 dégage un excédent de 2 678 000. Je rappelle quand même que dans ces 2 678 000, il y a 2 500 000 de report du compte précédent. On est bien d'accord. Et que sur le compte administratif 2016, si on enlève ce report, on est à 175 000. C'est ça. Je ne vois pas comment, avec 175 000, on peut être fier de faire 7 millions d'investissements. Ça, c'est un grand débat. Je reviens juste sur la délibération. Sur la délibération pour l'affectation, on doit assumer le déficit d'investissement en 2016, ce qui est normal, 662 000 presque. Il y a des restes à réaliser, d'1 200 000, ce qui fait qu'on a un besoin de financement de 1 780 000. D'accord? Là-dessus, on applique cette affectation à l'investissement et le reste va au fonctionnement. Mais quand... Pardon? Et le reste, les 903 000, va au fonctionnement. Excédent de fonctionnement reporté en section de fonctionnement. D'accord? Ce que je voulais juste attirer l'attention de l'Assemblée délibérante, le virement à la section de fonctionnement n'est pas de 903 000 euros, mais quand on regardera sur la décision modificative, il est de 868 000 euros. D'après ce que je vois. Donc est-ce que vous pouvez me donner une explication là-dessus? Oui. Alors, la seule différence vient d'un problème technique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure sur le budget donc, du quartier de la gare. Sur le budget du quartier de la gare, il y avait des mandats qui avaient été rejetés. Donc, il y a eu une partie de ces rejets qui étaient sur le budget de fonctionnement et sur le budget d'investissement, d'accord? Donc ensuite, on a affecté aujourd'hui, donc il y a une partie qui est l'affectation, on est d'accord? Donc on a affecté, comme vous le dites, au budget principal, puisqu'on l'affecte en fonctionnement, le résultat final, les 903 000 euros. Et ensuite, on a financé l'investissement à hauteur de 860 000 euros. Voilà. Très bien, d'autres questions? Pas d'autres questions? On peut en rester là? On va passer au vote. Allez, monsieur Duchemin, faites voter. Donc, on passe donc l'affectation du résultat, donc le point numéro 10. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Vous avez des pouvoirs? Un pouvoir. On va en mettre le rang. Très bien. Ok. Point numéro 11. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Même vote. Point numéro 12. Est-ce que c'est le même vote? Jusqu'à la fin, même vote. Un vote global, ce qui nous amène au point numéro 23, donc jusqu'au point numéro 23. Même vote. Sur pas de questions, pas. Eh bien, les budgets sont adoptés. Dernier point 24, sur la commande publique, entretien des réseaux d'assainissement. Serge Bayet. Oui, il s'agit d'un transfert, un avenant de transfert. En fait, nous avions un marché avec la société Bagui Assainissement. Celle-ci a revendu une partie de ses activités à la société SLS Environnement. En fait, dans les activités de Bagui Assainissement, il y avait principalement l'entretien des réseaux, mais également les cabines mobiles,
et l'entretien sanitaire de ces cabines, la location de ces cabines mobiles. SLC Environnement ne reprend que la partie entretien et location de cabines mobiles et laisse la partie entretien des réseaux à Valier Assainissement. Ça représente sur le marché des 40 000 € qu'une très faible partie. En ce qui concerne ce marché, c'est 2 000 € environ pour ce qui est de l'entretien et de la location des cabines sanitaires. Pour le reste, c'est toujours Valier Assainissement qui s'occupe des réseaux et du marché que nous avons avec eux. Très bien, merci. Des questions? Pas de questions? Eh bien, qui s'abstient? Qui s'oppose? La délibération est adoptée. Nous en avons donc terminé. Je regrette que M. Simao nous ait quittés. Il est parti. Et M. Simao quitte la commune de Divonne-les-Bains. Vous savez qu'il était en charge d'affaires juridiques et qu'il a accepté une nouvelle fonction au centre de gestion à Lyon. On a le regret de le voir partir pour la ville de Lyon et pour le département de Lyon, au centre de gestion du département de Lyon. Je voudrais le remercier parce qu'il a ici dans cette maison structuré le service juridique et de plus en plus, Vincent serait quand même des rapports comptables parce que l'essentiel du droit porte sur leur limite, ils ont besoin d'un service juridique étoffé. Il a suivi les contentieux dans les termes administratifs et il a été surtout conseiller de Donc j'aurais voulu dire verbalement que nous regrettons de devoir partir, que nous comprenons qu'une carrière professionnelle nous amène parfois à quitter la plus belle ville de France, si ce n'est du monde, pour aller habiter dans une autre ville, que vrai que c'est la capitale régionale, mais qui à côté de Divonne quand même ne représente pas tous les caractères. Voilà. On ne va pas en dire plus, surtout quand on est un ministre de l'Intérieur, donc il ne faut pas se mettre en défaut. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Tel n'est pas le cas. L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous de très belles vacances d'été.